souviens, il y a encore 2 ans, on était à peine 10. Maintenant, on est obligé d'avoir des listes d'attente. Pour développer une application Bitcoin, il faut être un expert en cryptographie et en sécurité. Et il y a une multitude de startups qui adressent ce problème. Je fais allusion à Chain, à Bitfury, à Blockcipher, qui créent des API qui permettent donc, aux développeurs de créer des applications Bitcoin et d'interagir avec la blockchain de manière beaucoup plus facile. Et d'après Chain, qui est le principal acteur, il y a 20% des clients, ils ont 5000 aujourd'hui clients, il y a 20% des clients qui sont en train de créer des applications pour étendre les applications sur la blockchain autre que la monnaie. Contrairement à 10% il y a 10 ans, donc ça a doublé. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises et de personnes qui s'intéressent à la blockchain pour créer des applications autres que la monnaie. Et je crois que c'est également ça qui intéresse Sylvain. Donc je vais te laisser la parole pour quelques mots. Oui, c'est effectivement, nous, donc là ici vous êtes chez Merci, je suis le directeur général adjoint en charge de la technique chez Merci, et nous on est une agence de web marketing, donc rien à voir avec Bitcoin et compagnie. Moi c'est vrai que ce qui m'avait intéressé au premier abord, c'était sur la blockchain, vraiment, essayer de comprendre comment ça fonctionnait, pour faire évidemment, enfin, comme tu l'as dit, autre chose que du Bitcoin. Et je sais pas, peut-être je me suis dit qu'en venant à des meet-up de Bitcoin, peut-être que ça me donnerait des idées, peut-être pour voir ce qu'on pourrait en faire nous, pas forcément en marketing, mais peut-être plus sur les techno-supports qu'on utilise, la base de données, simplement distribuer, ça pourrait être intéressant peut-être, donc il faudrait juste réfléchir à ça. Et voilà, du coup, c'est la première fois qu'on hoste un meet-up Bitcoin, pas la première fois qu'on hoste un meet-up de cours, on a déjà fait sur du Python, des choses comme ça, et on est content de pouvoir vous accueillir ce soir. Voilà, juste pour dire ça. Je pense qu'on peut vous remercier déjà. On verra. C'est bien passé. Oui, merci. Donc, c'est vrai que moi, je voulais créer des meet-ups qui s'adressent à différents profils, créer des meet-ups qui intéressent des développeurs, créer des meet-ups qui soient beaucoup plus, on va dire, plus des conférences. Dans 3 semaines, on va faire quelque chose sur l'anonymat, la confidentialité chez Mozilla. Mais donc, même si c'est vrai qu'on a des API qui facilitent l'interaction avec la blockchain, je pense que c'est bien, avant de pouvoir adresser peut-être des sujets un peu plus complexes, de revisiter les bases de la crypto et de Bitcoin. Donc normalement, on devait avoir 2 présentations ce soir. Une présentation sur les bases de la crypto et une présentation sur les bases de Bitcoin. Malheureusement, Gabriel De Broecker a eu un impératif et donc il ne peut pas être là. Donc, dans chaque problème, il peut y avoir des opportunités. Donc, quelque part, c'est pas plus mal. On va faire vraiment un focus sur la partie cryptographie aujourd'hui. Et donc, on fera une autre session au mois de juin sur la partie Bitcoin, Merkle Tree, Hash, etc. Donc, je vais laisser la parole à Laurent, qui est un développeur et un régulier des meet-up Bitcoin, qui s'intéresse plus particulièrement à la surveillance sur la blockchain, à la chain analysis et à la privacy quelque part. Très bien. Je vous demande de l'accueillir et puis Laurent, je laisse la parole. Bonjour. Avant de commencer, je vous propose de faire un petit sondage à main levée rapide. Qui parmi vous a déjà des connaissances en cryptographie, même de base, voilà. D'accord. Et sur Bitcoin, sur le fonctionnement de Bitcoin? D'accord, merci. Ça va m'aider pour la suite. Donc, si vous avez entendu parler de Bitcoin, vous savez sûrement qu'il s'agit d'un protocole qui utilise de la cryptographie. Et vous êtes sûrement tombé sur des termes un petit peu bizarres, voire franchement ésotériques. Et ça vous a peut-être amené à vous poser cette question, pourquoi est-ce que ça a l'air aussi compliqué? Alors la mauvaise nouvelle, entre guillemets, c'est qu'effectivement, développer soi-même des algorithmes de crypto et surtout le faire bien, ça c'est un petit peu compliqué. La bonne nouvelle, c'est que, comme le disait K, il y a des librairies et il y a des API qui existent et qui sont là pour que vous les utilisiez. Et finalement, la seule chose qui est vraiment requise et qui est nécessaire, c'est que vous ayez quelques connaissances en termes de crypto pour être sûr de bien utiliser ces API et pour être sûr que ce que vous allez construire est vraiment sécurisé. Surtout si vous voulez travailler avec Bitcoin, puisque au final, vous allez gérer l'argent de vos utilisateurs. Et en général, ils ne sont pas contents si l'argent disparaît. Voilà.
Donc c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec cette présentation. Donc on va commencer par un concept qui est central en cryptographie, vraiment. C'est le concept de fonction à sens unique. On va appeler fonction à sens unique une fonction qui peut être aisément calculée, mais qui va être difficile à inverser. Alors par difficile à inverser, on va entendre deux choses. C'est que c'est difficile à inverser par la force brute, c'est-à-dire en y mettant beaucoup de puissance de calcul, et puis ça va être difficile à inverser par la ruse, en essayant de trouver une faille dans l'algorithme. Maintenant qu'on sait ce qu'est une fonction à sens unique, on va pouvoir essayer de définir ce qu'est une fonction de h et une fonction de h cryptographique. Donc on va appeler fonction de h une fonction à sens unique qui, à toute valeur d'entrée, va faire de n'importe quelle taille, y compris une très grande taille, va faire correspondre à un résultat qui, lui, est de taille fixe. Et en général, on appellera ce résultat un h, pour faire simple. Je vous ai mis trois exemples de h. Alors, je suis désolé, j'ai inversé les termes, en fait. Je n'ai pas fait gaffe. Mais bon. Donc, en résultat de ces trois h, vous voyez, on obtient trois chaînes de caractères qui ont l'air un petit peu bizarres. Mais en fait, ces résultats, c'est juste trois nombres qui sont des nombres de 256 bits qui sont ici en notation hexadécimale. Ce qui est intéressant à observer, c'est que si on prend la première phrase et qu'on remplace juste le premier i de Bitcoin par un O, ce qui est une toute petite modification, vous voyez que le résultat qu'on obtient, il fait toujours 256 bits. Par contre, il n'a absolument plus rien à voir avec celui de la première phrase. Ça, c'est un premier résultat important. C'est-à-dire que la moindre petite modification dans la valeur d'entrée change absolument le résultat. Il est impossible de prévoir comme ça le résultat qu'on va obtenir. Le deuxième point qu'on peut observer, comme je vous le disais dans la définition, c'est que si on prend une phrase qui est beaucoup plus longue, on obtient toujours un résultat de 256 bits. Donc maintenant qu'on sait ce qu'est une fonction de h, on peut définir ce qu'est une fonction de h cryptographique. On va appeler fonction de h cryptographique une fonction de h, ici tout se tient, à laquelle on va poser trois conditions. La première condition, c'est qu'il va être très difficile de trouver deux valeurs d'entrée aléatoires qui vont donner le même résultat. Ça, c'est ce qu'on appelle la résistance aux collisions. La deuxième condition, ça va être qu'il va être très difficile de trouver le contenu de la valeur d'entrée si on connaît uniquement le résultat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir facilement en arrière. Ça, c'est ce qu'on appelle l'attaque sur la première préimage. Enfin, la dernière condition, c'est qu'il va être très difficile de trouver une valeur d'entrée qui va donner le même résultat qu'une valeur d'entrée donnée qu'on connaît déjà. C'est ce qu'on appelle techniquement l'attaque sur la seconde préimage. Au final, retenez qu'il existe plusieurs algorithmes de hash, il existe même des familles d'algorithmes de hash cryptographiques comme SHA-1 et SHA-2. Mais un point important, en fait, c'est que les algorithmes de hash ont une durée de vie, je serais tenté de qualifier de limitée. C'est-à-dire qu'il y a des algorithmes de hash comme MD5, par exemple, qui est assez connu des développeurs web, parce qu'on l'utilisait beaucoup pour encrypter les mots de passe des sites web. Aujourd'hui, MD5 n'est plus considéré comme sécurisé, parce qu'il y a quelques années, on a trouvé une collision sur MD5. Donc aujourd'hui, il est fortement recommandé de ne plus utiliser MD5. Donc vous vous en doutez, si je vous parle de tout ça, c'est parce que Bitcoin utilise des fonctions de hash cryptographiques. En particulier, il va utiliser deux fonctions de hash qui sont RIP-MD160 et SHA-256. Après, pour être honnête, entre Bitcoin et SHA-256, c'est une grande histoire d'amour, dans le sens où vous allez à peu près trouver SHA-256 partout dans Bitcoin. On va notamment le trouver dans le processus de génération des adresses, donc ça on en parlera plutôt vers la fin de la présentation. Et on va aussi le trouver dans le processus de minage avec ce qu'on appelle le hash d'un en-tête de bloc. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur le minage, alors bon, pas rentrer dans tous les détails, mais c'est intéressant en fait de voir comment la fonction de hash est utilisée justement pour permettre à Bitcoin d'exister. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous au fait de comment fonctionne Bitcoin, enfin le minage, mais l'idée globale, si vous voulez, c'est que Bitcoin, c'est un réseau peer-to-peer qui est ouvert. Ça veut dire que n'importe qui veut venir participer, peut venir participer sans demander d'autorisation, sans montrer quoi que ce soit. Chaque nœud qui rejoint le réseau va avoir deux fonctions. La première fonction, c'est de valider toutes les transactions qui passent. Et l'autre fonction, en fait, c'est de participer à une espèce de course entre tous les nœuds du réseau. Alors, enfin, ça, c'était surtout vrai au départ. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais l'idée, c'est que chaque nœud va pouvoir essayer de créer un bloc toutes les 10 minutes
qui rassemble les transactions du moment qui sont valides et essayer de pousser ce bloc sur le réseau pour que ça devienne le bloc officiel de la période de 10 minutes. L'idée étant que si vous êtes retenu par l'ensemble du réseau pour ce bloc, vous gagnez quelques bitcoins à la clé. Donc évidemment, ça attire du monde. Le problème de ça, c'est que comme le réseau est ouvert et qu'on ne demande aucune justification à personne, bah, ça veut dire que des acteurs malhonnêtes ou mal intentionnés peuvent venir et entre autres peuvent essayer de spammer le réseau. L'idée étant qu'ils vont essayer de créer plein de blocs divers et variés, ils vont les pousser au réseau pour obliger les autres nœuds à essayer de le valider. C'est-à-dire donc les autres nœuds vont être obligés de faire beaucoup de calculs pour rien. Donc ça, c'était évidemment un problème pour Bitcoin. Et en fait, la solution, ben, elle existait déjà depuis 10 ans. Elle a été trouvée par un cryptographe qui s'appelle Adam Back, et, avec une solution qui s'appelait Hashcash, et qui est une solution qui avait été proposée comme système anti-spam pour les emails. L'idée d'Adam Back, en fait, était la suivante. On a tous des boîtes email, on reçoit beaucoup de spam, c'est très pénible. Et en fait, ce qui permet le spam, c'est une chose toute simple, c'est qu'envoyer des emails, bah, finalement, ça coûte rien, enfin, ça coûte pas cher. Et donc, bah, les spammers s'en donnent à cœur joie. Adam Back s'est dit, si on veut arrêter le spam, bah, il faut faire en sorte que envoyer des emails, ça coûte un petit peu d'argent. La logique étant que si vous êtes un acteur honnête, vous envoyez un nombre d'emails assez raisonnable, ça ne va pas vous coûter beaucoup d'argent, et enfin, ça va être même $1. Par contre, pour un spammer qui envoie des volumes énormes tous les jours, là, lui, il va sentir le coût financier. Normalement, ça devrait le dissuader de continuer. Et donc, en fait, son idée a été de dire, pour qu'un email reçu ne soit pas considéré comme un spam, on va imposer qu'il soit accompagné de ce qu'on appelle une preuve de travail, un proof of work. Et cette preuve de travail, en fait, ça va être un hash. En fait, ça va être le hash de l'adresse du destinataire, de la date du jour où le mail est envoyé, plus un petit nombre qui est un compteur que l'émetteur peut incrémenter. Et en fait, la condition qu'on va poser sur ce hash, c'est que les 20 premiers bits de ce hash doivent être égaux à 0. De la définition qu'on a vue des hashes, il n'y a pas moyen de ruser, c'est-à-dire que le seul moyen de trouver un hash qui répond à ça, c'est en fait d'essayer une valeur du compteur, de calculer le hash, de regarder si ça commence par 20 zéros. Si ce n'est pas le cas, on incrémente le compteur, on recalcule le hash, etc., etc. Donc ça veut dire que pour ça, eh bien, il faut faire tourner votre CPU jusqu'à trouver un hash qui va bien. Donc ça veut dire que ça consomme de l'électricité, donc ça veut dire que ça vous coûte un peu d'argent. Pour vous, ça, utilisateur honnête de messagerie, enfin j'espère, ça ne va pas vous coûter très cher, voire rien. Les spammers, ça va leur coûter cher. Et donc, en fait, c'est ce que le créateur de Bitcoin, c'est le système que le créateur de Bitcoin a repris pour éviter le spam sur la blockchain. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que pour qu'un bloc soit considéré comme valide, on va lui demander que les transactions qu'il contient soient valides, mais on va lui demander aussi d'être accompagné du hash, enfin de ce qu'on appelle le hash de l'entête de bloc. Et on va demander à ce que ce hash soit inférieur à une valeur donnée, alors qui varie dans le temps en fonction de la puissance de calcul du réseau, c'est-à-dire s'il y a plus ou moins de mineurs qui rentrent ou qui sortent du réseau. Et l'idée étant qu'en fait on essaye de maintenir une périodicité de 10 minutes, essayer d'avoir un bloc toutes les 10 minutes. Voilà. Alors en dehors du fait, enfin, de l'originalité de la solution, du fait que ça marche, ce qui est quand même bluffant, ce qu'il faut retenir aussi surtout, c'est que souvent, alors ça fait un peu partie de la hype autour de Bitcoin, c'est qu'on dit que Bitcoin est une espèce de supercalculateur d'ordinateur le plus puissant du monde. Alors oui, en puissance de calcul, mais ce qu'il faut se dire aussi, enfin surtout, c'est que la vérité, c'est que c'est un ordinateur qui est très bête, qui se contente juste de répéter sans arrêt, enfin, de trouver ce hash magique, on va dire. Et en fait, c'est une course effrénée entre les différents mineurs pour être le premier à trouver le hash pour le bloc des 10 minutes. Et en fait, souvent, on dit que Bitcoin s'apparente à une loterie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de tricher à cause du fonctionnement des fonctions de hash. Le seul moyen, en fait, d'avoir plus de chances de gagner, mais finalement, c'est d'acheter plus de tickets pour la loterie. Et en fait, acheter plus de tickets, ben, c'est avoir plus de puissance de calcul. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut que les mineurs investissent plus d'argent dans les appareils de minage, ce qui explique qu'aujourd'hui, on voit des usines de minage qui se montent en Chine, enfin, dans divers pays. Voilà, donc bon, je finis pour la parenthèse sur le minage, mais bon, je pense que c'est important pour Bitcoin, parce que c'est vraiment le cœur du fonctionnement du système. Donc, maintenant qu'on a vu ce que sont les fonctions de hash, on va pouvoir s'attaquer à un deuxième composant qui va être clé pour Bitcoin,
c'est les systèmes de chiffrement et surtout les systèmes de signature de messages à l'aide de clés. Alors pour ça, je vais faire un long détour par l'histoire de la crypto. Je vais vous parler de quelques systèmes qui ne sont pas directement utilisés par Bitcoin. Par contre, ça a un intérêt que ça va nous permettre de voir des principes qui sont extrêmement importants en crypto, qui sont toujours d'actualité, et qui sont compris d'actualité pour Bitcoin, ou si vous voulez faire du développement avec Bitcoin. En gros, on peut faire remonter la crypto, ou en tout cas on trouve les premières références à de la crypto à peu près 5 siècles avant Jésus-Christ. Pour l'anecdote, notez que dans le Kama Sutra, la crypto est un des 64 arts qu'il est recommandé aux jeunes femmes de maîtriser. Je suis sérieux, c'est vrai. Enfin, peut-être plus intéressant pour nous, ce qu'on peut noter, c'est que dès le départ, la crypto s'est fondée en gros sur 2 techniques. La première, c'est ce qu'on appelle la transposition, qui va consister à prendre les lettres du message qu'on veut coder et à changer l'ordre des lettres. La deuxième technique, c'est ce qu'on appelle la substitution, qui va consister à remplacer une lettre de l'alphabet par une autre lettre de l'alphabet. Alors, un exemple de comment fonctionne la substitution, rapidement. On va définir l'alphabet en clair de A à Z, ça, il n'y a pas de problème. On va définir un alphabet codé, qui est toujours donc de A à Z, sauf qu'en fait, on va effectuer un décalage pour avoir une lettre quelconque, ici le M, en face du A. On va prendre le message en clair, et pour chaque lettre du message en clair, on va aller regarder où il est dans l'alphabet en clair, et on va regarder la lettre qui est en correspondance dans l'alphabet codé. On répète la même chose pour chaque lettre, et on obtient le message codé. Ça, c'est un principe assez simple. C'est 5 siècles avant Jésus-Christ. C'est intéressant de voir ça, parce qu'en fait, ça nous permet déjà de détecter ce qui va composer les bases de la crypto. Ce qu'on peut voir, la première chose, en fait, c'est qu'il y a 2 composants pour faire de la crypto. Il y a une recette, ou maintenant on appelle ça un algorithme, qui est en fait le principe là que je viens de vous expliquer, par exemple. Et donc ça, c'est la recette, l'algorithme qui est partagé entre l'émetteur et le récepteur. Alors, un point à noter qui est important, c'est que cet algorithme, il peut être connu d'un attaquant. C'est pas suffisant pour que l'attaquant puisse décoder le message. Pour que l'attaquant puisse décoder le message, il faut un deuxième ingrédient indispensable, c'est la clé secrète qui est partagée entre l'émetteur et le récepteur. Ça, ce principe-là, comme vous le verrez, en fait, il est valable, il était valable il y a 25 siècles, il est encore valable aujourd'hui. Une autre chose qu'on peut remarquer, c'est que on a 26 lettres dans l'alphabet. De toute évidence, on ne veut pas mettre le A en face du A, ça serait stupide. Ce qui veut dire qu'en fait, on n'a que 25 manières de faire le décalage de l'alphabet codé. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que ce système-là, il est très mauvais. Parce que 25 combinaisons à tester, je peux le faire à la main si je suis l'attaquant. Et en fait, il va m'être assez facile de décoder le message. Et ça, nos ancêtres, en fait, l'avaient très bien compris. Et en fait, donc, ils ont élaboré un petit peu le système. Ils se sont dit, plutôt que de garder les lettres de l'alphabet codé dans l'ordre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre de les remplacer, de les avoir dans n'importe quel ordre. Et du coup, au lieu d'avoir uniquement 25 combinaisons, vous allez en avoir factoriel 26, ce qui de mémoire fait 4 milliards de combinaisons. Alors, autant 25 combinaisons à essayer à la main, pour moi, c'était possible. Factoriel 26, c'est même pas la peine d'essayer. Ça a plutôt pas mal fonctionné, à peu près jusqu'au 9e siècle, jusqu'à ce que des théologiens arabes qui étudiaient le Coran fassent une découverte, mais qui est fondamentale, c'est que dans une langue donnée, les lettres ont une fréquence d'apparition qui est stable, et ça peut être vérifié en fait pour n'importe quel texte de la langue qui est suffisamment long pour être représentatif de la langue. Et l'idée de génie qu'ils ont eue, en fait, c'est de se dire que cette technique-là, cette découverte-là, ils pouvaient l'appliquer au texte codé par substitution. Et c'est-à-dire qu'un texte dans lequel vous avez changé les lettres de l'alphabet, il est totalement incompréhensible. Par contre, il y a une chose qui demeure, c'est la fréquence d'apparition des lettres. Et donc, en appliquant cette connaissance-là, vous pouvez commencer à déduire des lettres de l'alphabet en clair, et puis après, par un jeu d'itération, vous allez arriver à décoder le message. Alors, suite à ça, évidemment, la crypto, les algorithmes ont évolué, ils sont devenus plus sophistiqués. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter qu'en fait, entre le 9e siècle et la Deuxième Guerre mondiale comprise, bien que ça ait évolué, en fait, c'est resté sur de grands principes communs qui sont, comme on l'a vu,
le fait d'utiliser un algorithme et une clé secrète, et qui utilisait beaucoup ces principes de transposition et de substitution. Alors je ne vais pas vous faire le détail de tout ce qui s'est passé en 1000 ans, on n'a pas le temps. Par contre, ce qui est important, c'est qu'au cours de ces 1000 ans, les cryptographes ont appris quelques leçons qui sont extrêmement importantes. La première leçon, c'est qu'il faut maximiser le nombre de combinaisons possibles pour les clés afin de contrer les attaques par la force brute. Ça, c'est l'exemple que je vous ai donné. C'est la différence entre avoir 25 combinaisons ou en avoir factoriel 26. Ça change tout. La deuxième leçon, c'est qu'il faut essayer d'utiliser le hasard pour générer les clés. En effet, initialement, ce que faisaient les gens qui utilisaient la crypto, c'est que la clé secrète, souvent, était un mot ou une phrase. Alors, ça avait du sens dans le sens où c'était facile à mémoriser. Et donc, c'était très pratique. Et en fait, les cryptographes se sont rendus compte que c'est pratique à mémoriser, mais le problème, c'est que ça donne aussi un point d'accroche aux cryptanalystes qui attaquent le code. C'est-à-dire qu'à la fois, ils essayent de décoder le texte initial, et à la fois, ils essayent de trouver le sens de la clé, et ils s'aident de ça pour décoder le truc. Donc, les cryptographes sont arrivés à la conclusion qu'il faut absolument utiliser le hasard, enfin, que le hasard est indispensable dans la génération des clés. Troisième point, c'est qu'il faut essayer de privilégier des messages chiffrés qui ont l'air aussi homogènes que possible pour contrer la cryptanalyse. Ça, c'est ce que en fait, je vous ai expliqué sur la fréquence d'apparition des lettres. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à casser ces spécificités de la langue, par exemple. Voilà. Et encore une fois, de donner un point d'accroche à l'attaquant. Et enfin, le dernier point, c'est l'idée d'éviter de réutiliser trop souvent les clés, et c'est l'idée d'essayer de faire tourner les clés le plus souvent possible. Là, le principe est très simple, c'est que chaque fois que vous changez de clé, l'attaquant est obligé de recommencer son travail. Et donc, pour lui, c'est un gros problème, et pour vous, c'est facile à faire, donc voilà. Donc, ça a été comme ça jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et personne n'a remis ça en cause, et l'air de rien, il y avait quand même une grosse contrainte, c'est qu'il y avait besoin d'une clé secrète à partager, et l'air de rien, transmettre cette clé secrète de manière sécurisée et sans se faire prendre, c'est compliqué. Surtout si vous pensez que pendant très longtemps, la cryptographie a surtout été utilisée par les militaires. Et donc, transmettre une clé toutes les semaines ou tous les jours sur un champ de bataille sans que le porteur de la clé se fasse choper ou se fasse tuer, c'est pas évident et ça coûte de l'argent. Et ça, tout le monde en était conscient, mais voilà, c'était comme ça, il fallait faire avec. Alors c'était comme ça jusqu'aux années 70. Jusqu'à ce qu'arrive un trio de chercheurs américains de la côte ouest qui s'appellent Diffie, Hellman et Merkel. Alors ces trois-là, ils sont un petit peu alternatifs. Je serais même tenté de dire que Diffie en fait était un peu un visionnaire, c'est-à-dire qu'au début des années 70, les ordinateurs bien sûr ont fait leur apparition, ils sont pas mal utilisés par le gouvernement, par l'armée, par des universités. On voit aussi des entreprises qui commencent à s'équiper d'ordinateurs. On voit le réseau ARPANET qui commence à relier des sites militaires et des sites universitaires, mais c'est à peu près tout. Et Diffie, en fait, lui, est convaincu que dans un futur plus ou moins proche, tout le monde aura un ordinateur et que tous ces ordinateurs seront reliés entre eux et que les gens voudront se servir de ces ordinateurs pour communiquer ensemble et puis que, histoire d'avoir quand même un petit peu de vie privée, ils voudront pouvoir chiffrer les messages qui s'échangent. Et que donc, il faudra utiliser de la crypto. Il se dit, ça va être un problème, parce que si c'est compliqué pour les militaires, qui ont quand même des moyens financiers conséquents, si c'est compliqué pour eux d'arriver à transmettre les clés de manière sécurisée, imaginez pour monsieur et madame tout le monde, qui veut pouvoir communiquer avec pas mal de monde, si à chaque fois il faut arriver à transmettre une clé, on ne peut pas l'envoyer par la poste, parce qu'il y a trop de risques d'interception, voilà. Il se dit, c'est pas possible, il doit y avoir moyen de faire autrement, et il faut trouver une solution. Alors il commence à expliquer ça autour de lui, à des cryptographes, dans des conférences, tout ça. Les autres cryptographes, on l'écoute, au début ils se disent, ouais, ce type il est un petit peu original, et en général, à la fin de sa présentation, ils se disent, en fait, ce type, je pense qu'il est un peu cinglé, quoi. Et ça va être comme ça, en fait, jusqu'à ce qu'il rencontre Hellman, qui est un professeur de Stanford, qui doit être un petit peu cinglé aussi, et qui lui se dit, ah ouais, ça a l'air intéressant, il faudrait peut-être creuser. Alors, ils n'ont pas beaucoup de moyens financiers, mais ils vont se débrouiller. Hellman, en fait, va choper une fausse bourse de thèse à Diffie, histoire de financer ses recherches. Quelques temps plus tard, ils vont être rejoints par Merkel, qui ne doit pas être beaucoup plus sain au niveau de l'esprit. Ils vont se mettre à travailler sur ça. Je crois que ça va durer 2 ans.
Et le fait est que ces trois types-là, ils sont peut-être cinglés, mais en fait, ils vont trouver la solution. Et la solution, ça va être une fonction à sens unique, alors qui a une forme un peu spéciale, qui utilise une exponentiation et le modulo d'un nombre premier. Alors, je ne vais pas vous faire le détail des mathématiques ou du protocole, mais ce qui est vraiment important à noter, parce que c'est énorme, c'est que pour la première fois, deux personnes à distance peuvent se mettre d'accord sur un secret, enfin une clé secrète, sans que cette clé ait besoin d'être transmise. Il y a des données qui vont être transmises, mais elles peuvent être transmises en clair. Même si un attaquant arrive à capter ces données, il sera incapable de reconstruire le secret. Et ça, ce qui est formidable, c'est que c'est prouvable mathématiquement, et on peut prouver que le protocole, la sécurité du protocole, repose sur un problème mathématique connu qui s'appelle le problème du logarithme discret, et que en fait, ce problème-là, on ne sait pas le résoudre pour des très grands nombres. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, c'est un truc qui est colossal, c'est-à-dire que depuis 25 siècles, tout le monde était d'accord pour dire que les clés, il fallait les transmettre. Et là, ces trois-là, en fait, ont trouvé un moyen pour casser ça. Alors, c'est énorme, ça a un gros retentissement, forcément, chez les cryptographes. Et pourtant, Diffie, il n'est toujours pas satisfait. Et en fait, il n'est pas satisfait pour une raison précise, c'est qu'il se dit, c'est pas encore assez pratique. C'est-à-dire que si Alice veut envoyer un message à Bob et veut encrypter ce message pour leur vie privée, il faut qu'au moment où Alice veut envoyer le message, il faut que Bob soit également en ligne. Il faut qu'il puisse donc utiliser ce protocole pour se mettre d'accord sur le secret. Et puis là, Alice va chiffrer le message et envoyer le message à Bob. Et le problème, c'est que dans la vie réelle, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'au moment où Alice a envie d'envoyer son message, il y a de fortes chances que Bob ne soit pas devant son ordinateur, ou alors Bob vit sur un autre continent, il y a un décalage horaire. Donc ils se disent, c'est pas suffisant, il faut trouver quelque chose de mieux. Et donc il va se remettre au travail, et il va concevoir, il va imaginer un système de crypto qui est différent de tout ce qui a existé avant, et qui va plus se baser sur un système sur une clé secrète qui est partagée par l'émetteur et le récepteur. Mais il va imaginer un système de crypto où chaque utilisateur va avoir une double clé qui est composée de ce qu'on appelle une clé privée, donc que l'utilisateur est le seul à connaître, et d'une clé publique qui va distribuer très largement à qui veut bien la prendre. Et donc, quand Alice veut envoyer un message chiffré à Bob, en fait, elle va prendre la clé publique de Bob, elle va s'en servir pour chiffrer le message, et elle va envoyer le message à Bob, et Bob va déchiffrer le message avec sa clé privée, qu'il est le seul à posséder. Donc il a l'idée, il a la théorie. Le truc, c'est que par contre, il n'a pas la fonction mathématique qui permet de faire ça. Et donc il va finir par publier son idée, tous les travaux qu'il a fait et tout ça. Et au final, alors ce qui est un peu triste pour Odyssey, c'est que c'est notre trio d'Américains, cette fois-ci sur la côte Est, qui va trouver la solution. Donc c'est Rivest, Shamir et Adelman. Et la solution, encore une fois, ça va être une fonction à sens unique, mais qui est un petit peu différente. Cette fois-ci, ça va être la multiplication de deux nombres premiers. Alors là, l'intuition, c'est la suivante, c'est que trouver deux grands nombres premiers P et Q, ça c'est assez facile, on sait faire et c'est assez rapide. Multiplier ces deux grands nombres premiers ensemble pour trouver le nombre n, ça c'est aussi assez facile, on sait faire, c'est rapide. Par contre, si vous connaissez n et que vous voulez essayer de retrouver les deux nombres premiers P et Q qui peuvent recomposer n, ça, pour des nombres très grands, ça c'est difficile et en fait on ne sait pas le faire. Et ça, en fait, c'est un problème connu aussi, c'est le problème de la factorisation. Et donc, à partir de cette fonction à sens unique-là, les Rivest, Shamir, Adelman vont construire un nouveau système de crypto qui correspond à ce qu'avait un peu imaginé Diffie, qui va être le système RSA, des initiales de leur nom. Et donc, il va permettre deux choses. C'est ce que je vous ai raconté juste avant, c'est-à-dire chiffrer un message. Mais la deuxième chose que va permettre ce système, c'est de signer un message. Alors ça, c'est très intéressant aussi. C'est-à-dire que si Alice veut envoyer un message à Bob et veut prouver à Bob que c'est bien elle qui a envoyé le message, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va signer le message avec sa clé privée. Donc, la clé qu'elle est la seule à posséder. Elle va signer ce message et elle va envoyer le message et la signature à Bob. Bob, lui, qui a déjà la clé publique de l'émettrice, va utiliser le message, la signature et la clé publique,
il va rentrer ça dans un algorithme et ça va lui permettre, enfin, ça va lui dire si la signature est valide et si ça a bien été signé par la clé privée qui est associée à la clé publique qui est censée être possédée par Alice. Donc, comme a priori Alice est la seule à posséder la clé privée, bah, ça veut dire que si la signature est bonne, ça veut dire que c'est bien Alice qui a envoyé le message. Voilà. Donc là, on a vraiment cette double fonctionnalité. Nous, ce qui va nous intéresser pour Bitcoin plutôt, c'est la partie signature. Mais par contre, on ne va pas utiliser RSA. On va utiliser un autre système qui est apparu dans les années 90 qui s'appelle ECDSA, qui est un système de signature dit sur courbe elliptique. Alors avant de parler de la cryptographie sur courbe elliptique, on va déjà parler des courbes elliptiques. Alors les courbes elliptiques, c'est des courbes qui ont une équation d'une forme précise qui est y au carré égale x au cube plus x plus b. A et b, c'est des constantes qu'on peut changer. Si vous changez A et b, ça change en gros la forme de la courbe. Par contre, toutes ces courbes ont un point commun, c'est que pour un x donné, vous allez avoir deux valeurs de y possibles. Et en fait, ces courbes-là sont symétriques par rapport à l'axe horizontal. Jusque-là, tout va bien. Là où ça se complique un petit peu, c'est que les mathématiciens, qui sont des gens qui savent s'amuser, se sont dit, ce qui serait vraiment sympa, ça serait qu'on définisse des opérations arithmétiques sur ces courbes. Et par exemple, on pourrait essayer d'additionner deux points. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va additionner, par exemple, les points P et Q. Et donc, pour ça, on va tracer la droite qui passe par P et Q. On va chercher le point d'intersection de la droite avec la courbe. C'est le point R' qui est en haut. Et on va prendre le symétrique, qui se trouve également sur la courbe, qui est le point R en bas. Et on va dire R est égal à P plus Q. Jusque-là, ça va? Ce qu'on va essayer maintenant, c'est qu'on va essayer d'additionner un point avec lui-même, ce qui correspond en fait à le doublé, c'est-à-dire P plus P égale 2P. Pour ça, on va tracer la droite qui est tangente à la courbe et qui passe par P. On va chercher son point d'intersection avec la courbe, c'est le point R'. On va reprendre le symétrique, c'est le point R. Et on va dire que R est égal à 2P. Donc avec ça, en fait, on a deux opérations de base qu'on peut faire sur les points des courbes elliptiques. Alors ça, c'est bien, sauf qu'il y a un petit problème. Pour pouvoir faire de la cryptographie avec ça et avec des ordinateurs, surtout, c'est que les coordonnées des points sur ces courbes, c'est des nombres à virgule, des nombres réels. Et les ordinateurs sont très mauvais pour faire des opérations, enfin faire des calculs sur les nombres à virgule, parce qu'ils ont des problèmes d'arrondi. Donc si on veut pouvoir utiliser ce système-là avec des ordinateurs, il faut se débrouiller pour avoir des nombres entiers. Donc on va définir ce qu'on appelle des courbes elliptiques sur corps fini. Alors le résultat de ça, c'est que ça donne des courbes, c'est ce que vous avez là, qui sont absolument bizarres, ça ne voit plus trop où est la courbe, mais cela dit, si vous regardez bien, on discerne encore la symétrie par rapport à l'axe horizontal. Et en fait, bon, on appelle encore ça des courbes, mais c'est surtout un ensemble de points, enfin en tout cas pour ce qu'on peut observer. La grande différence par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est qu'au niveau de l'équation, on va rajouter un modulo d'un nombre premier. Bon, ça, c'est une chose. Mais surtout, on va définir une courbe par 4 paramètres, qui sont un nombre premier P qu'on va utiliser pour le modulo. Ça va être un point de la courbe, qu'on va appeler le point de base, ou le point générateur, et qui va avoir un rôle spécial dans ce système-là, et on va voir à quoi il sert. Et ensuite, il y a deux autres paramètres qu'on appelle l'ordre de la courbe et le cofacteur, et qui en gros permettent de connaître le nombre de points de la courbe en faisant n fois h. Plus intéressant pour nous, en fait, c'est qu'on peut montrer que pour tout point Q de cette courbe elliptique sur cours fini, on peut montrer que Q est égal à un entier D fois le point générateur. Et ce qui est intéressant encore plus pour faire de la crypto avec ça, c'est que si on connaît G, et on connaît G puisqu'en fait il est là par définition de notre courbe, si on connaît G et puis qu'on connaît D, c'est très facile de trouver Q, c'est très facile de le calculer. Par contre, si on connaît G par définition et qu'on connaît Q, trouver D c'est extrêmement compliqué. Et en fait ce problème-là, encore une fois il est un c'est le problème du logarithme discret. Donc de par cette asymétrie qu'on a, on a tout ce qu'il nous faut pour faire un système de cryptographie avec tout ça. Et donc c'est ce qu'ont fait encore des Américains, donc c'est une société qui s'appelle Certicom en 1992, et ils ont créé donc le système ECDSA qui permet de faire des signatures à l'aide des courbes elliptiques. L'idée, alors c'est un peu comme on va dire sur RSA,
c'est que vous allez avoir un message que vous voulez signer, vous allez prendre un hash de ce message, vous allez utiliser votre clé privée, et puis vous allez devoir utiliser ce qu'on appelle un nom, ce qui est un nombre aléatoire. Vous allez rentrer ça dans l'algorithme de signature, et ça va vous donner la signature du message. À l'autre bout, le destinataire va recevoir le message qu'il va hasher aussi, il va rentrer la signature plus la clé publique, et ça va lui dire si la signature est valide ou pas. Voilà. Bon, j'ai mis en détail, mais ça bon, c'est tellement important, c'est que juste à partir du message et de la signature, avec ECDSA, on est capable d'extraire aussi la clé publique. Voilà, c'est un détail. Bon. Quelques remarques sur les différences entre ECDSA et RSA, et puis pour comprendre pourquoi en fait ECDSA est de plus en plus utilisé, y compris par Bitcoin. La première différence, en fait, c'est que la taille des signatures des deux systèmes est à peu près identique. Par contre, pour un niveau de sécurité donné, la taille des clés ECDSA est inférieure à la taille des clés RSA. C'est-à-dire une clé ECDSA 160 bits assure la même sécurité qu'une clé RSA 1024 bits. Ça, c'est un avantage alors, bon, en stockage, mais surtout si vous voulez transmettre la donnée, voilà, ça permet d'avoir quelque chose de plus compact. Bon, il y a un autre point bon, là, qui est vraiment technique, je peux en mettre en dessus, mais c'est le fait que dans ECDSA, on dit qu'il n'y a pas de trapdoor connu, voilà, enfin, contrairement à RSA. Une autre grosse différence, c'est que dans ECDSA, comme je vous ai montré sur le slide d'avant, pour faire une signature, on a besoin d'un nombre aléatoire, ce que j'ai appelé le nonce. Alors que RSA, lui, on dit qu'il est purement déterministe. C'est-à-dire que si vous prenez un même message et que vous le signez X fois avec la même clé, vous allez obtenir X fois la même signature. Avec ECDSA, si vous signez X fois le même message avec la même clé, à chaque fois vous allez obtenir une signature différente. Ça fonctionne comme ça. Ça a un gros défaut, entre guillemets, c'est qu'il y a une faiblesse connue et il faut que ce nonce soit vraiment aléatoire. Si vous signez plusieurs messages avec la même clé et que le nonce n'est pas aléatoire, ça permet à un attaquant de déduire votre clé privée, ce qui est un problème. Ça, c'est pas qu'une attaque théorique, c'est la PS3 qui, il y a quelques années, s'est fait hacker comme ça. Et en fait, la raison est toute bête, c'est que les équipes de Sony s'étaient dit « Ah, le CDSA, ça a l'air bien pour la sécurité, et puis pour être sûr, on va redévelopper l'algorithme nous-mêmes. » Et sauf que ils ont juste raté un petit truc, c'est que le nonce qui doit être aléatoire, eux, en fait, ils utilisaient une valeur constante. Dommage, il y a des gens qui s'en sont rendus compte, et voilà. Non seulement leur plateforme s'est fait hacker, et en plus, je crois qu'à l'époque, ça a beaucoup fait rire tout le monde dans le milieu de la cryptographie. Pour terminer, une autre différence, alors, bon, on le voit dans le nom, mais c'est que ECDSA, c'est un algorithme de signature. Ça ne permet pas de faire du chiffrement de messages. Alors ça, cette limitation-là, on peut la contourner. Alors notamment en utilisant un protocole qui s'appelle ECDH, qui est Diffie-Hellman, c'est-à-dire le protocole qu'on a vu pour s'échanger un secret. Et c'est une adaptation de ce protocole-là aux courbes elliptiques. Et donc ce protocole va permettre à deux utilisateurs de se mettre d'accord sur un secret. Et ensuite, on va utiliser notre algorithme de chiffrement symétrique, comme AES, pour faire l'encryption du message. Voilà. Alors, bon, là, on va dire, à titre anecdotique, ça a son importance, mais donc, bon, comme vous avez compris, Bitcoin utilise CDSA, il utilise une courbe particulière de CDSA qui porte le doux nom poétique de SecP 256K1. Bon, en gros, ce que ça veut dire, c'est que cette courbe a des paramètres particuliers. Je ne vais pas m'étendre sur tous les paramètres, juste que notez que n, h est égal à 1, et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit n fois h, c'est le nombre de points sur la courbe. N est un nombre proprement gigantesque, alors c'est inférieur, mais on va dire que c'est pas très loin de 2 exposant 256. Alors, ce n'est pas le nombre d'adresses que vous pouvez générer dans Bitcoin, mais on va dire qu'au final, le nombre d'adresses que vous pouvez générer dans Bitcoin est juste proprement astronomique. Donc vous pouvez en générer autant que vous voulez. Je pense qu'on sera tous morts avant que toutes les adresses Bitcoin soient épuisées. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc maintenant qu'on a vu tous ces composants, en gros on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir monter Bitcoin. Entre autres, on va voir comment faire pour justement créer une clé privée, une clé publique
et en déduire une adresse qui est associée. Une adresse, alors je pense que la plupart d'entre vous doivent le savoir, une adresse, c'est ce que vous allez donner à une personne pour qu'elle vous envoie des bitcoins. On dit qu'on va payer quelqu'un sur une adresse donnée. Alors, ce qui n'apparaît pas sur ce schéma-là, c'est que tout va commencer en fait en haut par la génération de la clé privée. La clé privée, c'est juste un nombre que votre wallet va tirer de manière aléatoire. À partir de cette clé privée, donc un nombre, grâce aux courbes elliptiques, on va trouver la clé publique qui est un point, je vous rappelle, un point de la clé publique, et donc qui est défini par ses coordonnées x, y. De manière normalisée, en fait, on va représenter la clé publique en concaténant la coordonnée x et la coordonnée y, en le préfixant par le chiffre 4. Ça, c'est la norme. Alors, enfin, ça, c'est la manière de faire initiale. Aujourd'hui, on utilise plutôt un format dit compressé, qui en fait s'appuie sur le fait, vous vous souvenez, que pour un x donné, on n'a que 2 valeurs de y possibles. Et donc, en fait, dans le format compressé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre la valeur de x, et on va préfixer par la valeur 2 ou 3, qui va permettre de dire quel y on associe à la valeur de x. Voilà. C'est une manière d'avoir quelque chose d'un peu plus compact. Donc quand on a ça, on a la clé publique, enfin la clé privée et la clé publique. Et alors là, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette clé publique, donc, qui est un nombre de 65 octets. On va faire un hash SHA-256 et on va prendre le résultat de ce hash et on va y appliquer un hash RIP-MD 160. Ça nous donne 160 bits ou 20 octets. Et devant, on va coller ce qu'on appelle l'identifiant du réseau. Alors pour le réseau Bitcoin de production, c'est la valeur 0. Pour le réseau Bitcoin de test, c'est 6F. Voilà. Et puis pour d'autres réseaux, il peut y avoir d'autres valeurs. Ces 21 octets, ça compose ce qu'on appelle le hash de la clé publique. Ça se tient, parce qu'on a bien fait un hash sur ça. On va prendre ces 21 octets, on va appliquer un double SHA-256, ça va nous donner une somme de contrôle. On va prendre les 4 premiers octets de cette somme de contrôle, et on va venir les mettre à la fin du hash de la clé publique, et ça va nous donner un nombre de 25 octets, qu'on appelle l'adresse binaire. Donc là, on a une adresse. Par contre, elle a juste un problème, c'est que c'est très difficile à gérer pour un être humain, on va dire, normal. Donc la dernière étape de tout ça, on va faire ce qu'on appelle un changement de base, et on va passer dans ce qu'on appelle la base 58, qui va permettre d'obtenir une adresse Bitcoin, qui est le format d'adresse que vous connaissez si vous avez déjà utilisé Bitcoin, et avec la particularité de commencer par un 1. Voilà, donc ça c'est comment votre wallet génère la clé privée, donc un chiffre aléatoire, la clé publique associée et l'adresse associée. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir en quoi ce système-là il est sécurisé. Et pour ça, on va remonter le schéma en sens inverse. On va dire je vous dois de l'argent, et donc un jour je dis je vais t'envoyer le Bitcoin que je te dois, envoie-moi une adresse. Vous allez m'envoyer votre adresse. Donc ici, ce que je vais faire, ou alors plutôt ce que mon wallet va faire, c'est qu'il va inverser la base 58, donc pour obtenir l'adresse binaire. Il va enlever les 4 derniers octets, donc ça nous donne le hash de la clé publique. On va refaire le double SHA-256 pour avoir la somme de contrôle. On va récupérer les 4 premiers octets et on va les comparer à ceux qu'on a extraits. Ça, c'est la première sécurité. Ça permet de vérifier que vous, en m'envoyant l'adresse, si vous l'avez saisie manuellement, vous n'avez pas fait une erreur de saisie. Oui, et puis ça permet aussi de vérifier que durant le transfert, il n'y a pas eu un problème. Voilà. Et donc comme ça, je suis sûr que j'envoie, je vais envoyer les bitcoins à une adresse qui existe, et je ne vais pas les envoyer, entre guillemets, dans le cosmos où personne ne pourra jamais aller les récupérer. Donc ça, c'est la première sécurité qui est apportée. La deuxième sécurité, c'est que, donc maintenant que je suis sûr que je peux envoyer des bitcoins à cette adresse, je vais créer la transaction. Alors là, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne Bitcoin exactement, mais c'est que, on va dire parce que c'est pratique, on dit qu'on envoie des bitcoins à quelqu'un ou qu'on envoie des bitcoins à une adresse. Mais en fait, Bitcoin ne fonctionne pas comme ça. Bitcoin, quand vous créez une transaction, ce que vous faites, c'est que dans la transaction, vous créez ce qu'on appelle des sorties de transaction.
Et les sorties de transactions, c'est deux choses. C'est un montant, donc un nombre de bitcoins, et puis c'est ce qu'on appelle un puzzle cryptographique, c'est-à-dire une espèce d'énigme. Et en fait, ce que dit Bitcoin, c'est voici un certain nombre de bitcoins, n'importe qui saura résoudre cette énigme pourra utiliser ces bitcoins pour faire une nouvelle transaction et créer de nouvelles énigmes, enfin de nouveaux puzzles cryptographiques. Et en fait, quand on dit que quand je dis que je vais vous envoyer des bitcoins à votre adresse, en fait, ce que je vais vraiment faire, c'est que je vais créer un puzzle cryptographique qui va dire quelque chose de spécial, qui va dire voici le hash d'une clé publique. Tu vas permettre à la personne qui saura te montrer la clé publique qui, une fois hachée, correspond à ce hash. Ça, c'est la première condition. Et surtout, la personne qui est capable de signer une transaction avec la clé privée qui est associée à cette clé publique et à ce hash. Si la personne est capable de faire ça, alors elle peut utiliser les bitcoins. Alors ça a une conséquence immédiate, c'est que on ne possède pas de bitcoin en fait. Je rentre dans la philosophie de bitcoin, mais on ne possède pas des bitcoins, on possède des clés qui nous permettent de débloquer des bitcoins. Et si quelqu'un, pour une raison X ou Y, a accès à la clé qui permet de débloquer les bitcoins, ben les bitcoins, ils sont à lui. Voilà. Donc ça, c'est une différence fondamentale. Il n'y a pas de compte bancaire, il n'y a pas de nom dans Bitcoin. Il n'y a pas cette notion d'identité. Voilà. Il n'y a que des énigmes, que des puzzles cryptographiques à résoudre. Cette parenthèse étant faite, j'ai créé ma transaction, je la pousse sur le réseau, les nœuds la valident, la transaction est inscrite dans la blockchain, donc est cette base distribuée entre tous les nœuds du réseau. Chose à noter, c'est que la seule chose qui apparaît donc dans la blockchain et qui est visible par tout le monde, c'est le hash de la clé publique. Si vous vous souvenez de ce qu'on a dit des fonctions de hash, elles ne peuvent pas être inversées. C'est des fonctions à sens unique. Donc ça veut dire que tout le monde peut voir le hash de la clé publique, mais personne n'est capable déjà de trouver votre clé publique. Et donc, a fortiori, votre clé privée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une double protection pour ça. Il y a deux hashes. Alors ça a deux intérêts. Le premier, c'est que, comme on a vu pour MD5, les hashes, ils ont une durée de vie qui est ce qu'elle est. Et donc, si par exemple un jour une faiblesse est détectée dans, disons, RIP MD160, il reste encore un SHA-256 pour protéger votre clé publique et votre clé privée. Il y a un autre intérêt, qui je pense est important à noter, c'est que SHA-256, c'est une création américaine, et en fait c'est une création de la NSA, même pour le dire. RIP MD160, lui, c'est une création européenne. Et donc ça, ce choix-là, il n'est pas net, c'est-à-dire que quel qu'il soit, le créateur de Bitcoin a fait ce choix à dessein, c'est-à-dire que si ces hashes ont été créés avec une faiblesse dès la création, une espèce de backdoor, eh bien, il y aura toujours un deuxième hash pour protéger votre clé publique et votre clé privée. Donc là, ici, on a une deuxième protection. Arrive le moment où vous voulez dépenser vos bitcoins. Comme je vous ai expliqué, à ce moment-là, vous êtes obligé de révéler votre clé publique. Donc ça veut dire que dans la blockchain, votre clé publique apparaîtra, sera visible par tout le monde. Et là encore, il reste quand même encore une dernière protection pour votre clé privée, même si vous avez révélé votre clé publique. C'est ECDSA et donc le problème du logarithme discret qui fait que, à partir de la clé publique, il est très compliqué de remonter jusqu'à la clé privée. Alors, tout le monde n'est pas d'accord dans Bitcoin. Mais moi, j'ai tendance à dire qu'il faut faire comme ça. On dit souvent qu'il faut éviter de réutiliser les adresses. Ça veut dire qu'en gros, votre adresse, vous allez la donner une fois à quelqu'un pour qu'il vous envoie des bitcoins, et puis vous allez l'utiliser une fois pour dépenser ces bitcoins. Et après, vous ne vous servez plus jamais de la clé privée, de la clé publique et de l'adresse. L'idée de ça, c'est qu'en fait, dès que vous avez dépensé les bitcoins la première fois pour cette adresse, vous révélez votre clé publique. Ce qui veut dire que pour votre clé privée, la seule protection qui vous reste, c'est ECDSA. La protection, elle est bonne, hein, aujourd'hui, il n'y a pas de faiblesse connue, tout ça. Mais le fait est que vous n'avez plus qu'une seule protection. Si par contre, vous n'utilisez vos adresses qu'une seule fois, en fait, tant que vous ne dépensez pas vos bitcoins, donc vous êtes ici, vous avez une triple protection. Vous avez cette double protection ici, plus la protection de CDSA.
Donc autant dire qu'en fait, en ne réutilisant pas les adresses, c'est quasiment impossible que quelqu'un puisse voler Bitcoin. Alors à moins de rentrer chez vous, mais on va dire par un autre biais, mais par la blockchain, vous ne pourrez pas être attaqué. Voilà. Donc après, vous faites comme vous voulez, ça, mais quand on dit qu'il ne faut pas réutiliser les adresses, ça a un vrai sens. Voilà. Après, bon, ça a d'autres conséquences en termes de vie privée, mais bon, enfin, là, c'est pas le sujet. Bon, ça, je vais passer, en fait, bon, c'est ce que je vous ai expliqué sur le fonctionnement des transactions et des scripts. En fait, je vous parlais de puzzle cryptographique, c'est ce qu'on a là. Ça, c'est le puzzle pour justement dire que la personne qui pourra débloquer, c'est celle qui a la clé publique et la clé privée. Et en fait, quand vous dépensez les scripts, ce que vous fournissez pour pouvoir faire la dépense, c'est la signature et la clé publique. Donc ça, c'est bien. Ça permet de se protéger contre des voleurs, tout ça. Il reste un dernier problème, bah, c'est vous-même, en fait. Ou c'est plutôt, on va dire, votre ordinateur, avec les problèmes classiques, c'est-à-dire votre disque dur qui crache avec les clés privées qui étaient dessus. Et comme si vous vous souvenez, je vous dis, tout ce qu'on possède, c'est des clés privées. Donc si vous perdez vos clés privées, vous perdez tous vos bitcoins. Alors la solution évidente pour ça, c'est de faire des backups. Le problème, c'est que, comme on a vu, les clés privées sont générées au fil de l'eau, c'est des nombres aléatoires. Donc ça veut dire qu'au fil de l'eau, il faut faire des backups régulièrement, pour être sûr de ne pas oublier des clés privées au passage. Et ça, l'air de rien, c'est contraignant. C'est-à-dire faire des backups sans arrêt, voilà, et c'est pas bon pour l'adoption de Bitcoin. Donc les développeurs Bitcoin ont mis en place un autre système qu'on appelle les wallets hiérarchiques déterministes, qui se base alors non plus sur la génération de clés privées au fil de l'eau de manière aléatoire, mais qui vont se baser sur l'idée d'avoir une arborescence à plusieurs niveaux de clés privées et clés publiques, et qui vont découler d'une racine unique, qui est ce qu'on appelle l'acide. Et en fait, l'acide est le seul élément aléatoire dans toute la chaîne. Ce qui veut dire que la seule chose que vous avez à backuper une seule fois, c'est l'acide. Et donc, vous la backupez, vous la mettez en lieu sûr. Et à partir de cette seed, vous allez pouvoir générer toute l'arborescence de clés et toutes les adresses qui correspondent. Si jamais votre disque dur crash, pas de problème, vous récupérez votre backup de la seed, vous l'importez dans un wallet, et comme la suite est déterministe, vous allez retrouver toute la hiérarchie de clés et d'adresses. Voilà. Oui ? Ça se présente sous quelle forme? C'est une application, un service? Non, alors après, c'est une implémentation au niveau des wallets. Alors l'acide en soi, c'est un nombre, mais bon, comme c'est pas pratique à mémoriser, voilà, en général, c'est représenté sous la forme d'une suite de mots. Alors ça peut être dans plusieurs langues. Alors que ça ne fait pas une phrase qui a un sens, mais l'idée c'est que si vous voulez, que vous avez confiance dans votre mémoire, plutôt que de stocker ça sur un papier ou sur une clé USB, vous l'enregistrez. Après, si vous avez un traumatisme crânien un jour, c'est dommage pour vous. Mais bon, voilà. Il vaut mieux faire un bac, oui, mais non, mais alors cela dit, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que la sécurité, en fait, alors bon, c'est un autre sujet que la crypto, mais la sécurité, c'est, entre guillemets, se sécuriser par rapport aux risques externes, mais c'est aussi les risques liés à soi-même. Et donc, c'est tout, quoi. C'est perte de mémoire, c'est incendie, c'est le disque qui crache, c'est ça. Parce que c'est ce qui peut faire que vous allez perdre vos bitcoins aussi. Voilà, vous êtes toujours en forme pour un dernier truc. Alors, on va voir comment ça marche, ce système de wallet déterministe hiérarchique. Bon, c'est pas compliqué, mais on va dire c'est plusieurs étapes. Donc, l'idée, c'est qu'on va partir d'un nombre aléatoire, donc on appelle l'acide, qui va être un nombre de 128, 256 ou 512 bits, comme on dit, d'entropie, c'est-à-dire de hasard, tout ça. Très important, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça vaut aussi pour les signatures au CDSA. C'est ce que je vous ai dit par contre au début sur un des principes de la crypto, c'est-à-dire le rôle du hasard. Il faut vraiment que ça soit des chiffres aléatoires. Et en général, ces chiffres aléatoires, ils sont générés par le système d'exploitation de votre ordinateur. Et les ordinateurs ne sont pas très bons pour générer des chiffres aléatoires. Et ça, c'est quelque chose aussi auquel il faut prêter attention. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà des faiblesses, notamment sur les téléphones Android, dans le générateur du nombre aléatoire, et qui ont fait que, du coup, ça crée des faiblesses dans les wallets Android. Voilà.
Donc ça, et alors imaginez pour la CID, vu que c'est la base de toutes vos clés, c'est le même problème. Mais bon, fin de la parenthèse. Donc on génère la CID, on va rentrer ça dans une fonction de hash, une fois de plus, alors qu'il y a une fonction de hash différente qui s'appelle hmax512, et qui, comme son nom l'indique, va vous générer 512 bits, enfin un nombre de 512 bits. Ce nombre de 512 bits, on va le couper en deux. La partie de droite, on va dire que c'est le shellcode maître. La partie de gauche, on va dire que c'est la clé privée maître. À partir de la clé privée maître, avec les formules de CDSA, on va trouver le point qui correspond, et donc qui est la clé publique maître. Jusque-là, c'est bon. Et ensuite, on va définir ce qu'on appelle la clé publique maître étendue et la clé privée maître étendue, en disant que en fait, c'est juste le couple de la clé publique maître plus le shellcode et de la clé privée maître plus le shellcode. Voilà. Ça, la clé privée étendue maître et la clé publique maître étendue, on peut dire qu'on veut, ça va créer la racine de notre arborescence. À partir de cette racine, on va pouvoir créer un premier niveau de clé enfant. Et à partir du premier niveau de clé enfant, on va pouvoir répéter l'opération, créer tout un deuxième niveau, etc., etc. Alors comment ça marche pour créer ces niveaux-là? Bien, ça va être ce schéma-là qu'on va pouvoir répéter à tous les niveaux. Donc l'idée, c'est que on va utiliser le shellcode par an, on va utiliser la clé publique par an, et puis on va utiliser un index qu'on va pouvoir incrémenter. Et donc ça va être, justement, ça va permettre de générer les différentes clés et adresses sur le niveau suivant. On va rentrer ça dans la fonction de hmax 512, ça nous donne 512 bits, on coupe en deux. La partie de droite, ça va être le shellcode enfant, et la partie de gauche, on va l'utiliser pour calculer la clé privée et la clé publique enfant. Et pour ça, on va dire que la clé privée enfant, c'est la clé privée parent, plus la partie de gauche, c'est une addition, modulo n, où n est l'ordre de la courbe elliptique. Plus amusant, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'on va avoir deux manières de générer la clé publique enfant, soit en utilisant les formules des courbes elliptiques, c'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît la clé privée enfant, on est capable de trouver la clé publique, soit via une opération sur les courbes elliptiques, où en fait on va calculer le point qui correspond à la partie de gauche du H, et on va ajouter ça à la clé publique parent. Alors là, on dit comme ça, c'est obscur, mais en fait ça a une vraie utilité, un vrai truc pratique, c'est pour faire de l'audit. C'est-à-dire que si je suis une entreprise qui utilise Bitcoin, j'utilise une HD Wallet, j'ai généré mon arborescence de clés, et puis je veux permettre à une société tierce d'audit d'auditer mes comptes. Et alors, je peux le faire à partir de ce que je vais vous dire, on peut le faire à partir de la racine ou à partir d'un niveau en dessous. Ce qui en fait pour eux par exemple correspond à auditer que je sais pas, les comptes d'une filiale donnée. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à cette société d'audit, on va lui donner le shellcode parent, donc on va dire la racine de ce que lui peut auditer, on va lui donner la clé publique parente, et de ce qu'on voit dans cette formule-là, c'est que lui, juste à partir de ces deux éléments-là, il va pouvoir générer toutes les clés publiques de l'arborescence en dessous. Et une fois qu'il a les clés publiques, il sait trouver les adresses, et à partir des adresses, il peut aller voir dans la blockchain et voir tous les bitcoins qui ont été reçus, tous les bitcoins qui ont été dépensés. Par contre, comme il n'a pas accès à la clé privée parent, il ne peut pas vous escroquer et détourner des bitcoins. Donc ça, c'est un schéma qui est vraiment intéressant dans Bitcoin, c'est-à-dire la possibilité de faire de l'audit, et sans même que des auditeurs aient besoin de venir chez vous vérifier vos comptes, il suffit qu'ils aient accès à la blockchain. Alors par contre, c'est un petit problème, c'est que ce système-là introduit une faille de sécurité qui est connue. Et c'est-à-dire que si quelqu'un a votre clé publique parent, le shellcode parent, et par malheur, il arrive à avoir accès à une clé privée enfant, alors du premier ou du énième niveau, à partir de ça, il est capable de retrouver la clé privée parent et de redescendre toutes les clés privées en dessous. Alors, ce qui est gênant, parce que là, pour le coup, il va partir avec la caisse. Donc, pour pallier à ça, c'est le dernier slide, je vous rassure.
pour pallier à ça, il y a une autre version qui a été proposée, donc qui sont les HD Wallets, on va dire renforcés. Et la grande différence, en fait, c'est que pour générer là, tout ce qu'on a vu, on ne va pas utiliser la clé publique parent, mais on va utiliser la clé privée parent. Et en fait, ça a une conséquence très simple, c'est que l'auditeur ne peut plus générer les clés, les clés publiques enfants. Alors ça, c'est gênant parce que voilà, du coup, on perd le côté pratique. Par contre, c'est un gros avantage, c'est que ça corrige le problème de sécurité. Voilà. Donc, ce qui est pas mal aussi de pouvoir regarder ces bitcoins. Oui. Ça veut dire qu'il faut passer toutes ces clés enfants publiques à l'auditeur. Dans ce cas-là, oui. Enfin, toutes les chaînes possibles. Ouais. Oui, on perd l'avantage de la solution précédente. Dans la solution précédente, tout repose sur le fait que quelqu'un puisse avoir accès à une clé enfant. Mais le truc, c'est qu'il suffit qu'il en ait une seule pour tout d'un coup avoir accès à tout un ensemble de clés privées. Ce qui est différent, par exemple, du système de base que je vous ai montré, où on génère aléatoirement les clés et où elles n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Et donc, si vous vous faites hacker, entre guillemets, ou une clé, vous pouvez considérer que les autres, elles sont encore sûres. Enfin, quoi qu'en général, si vous faites hacker une clé, c'est parce qu'on vous a hacké votre wallet, et donc toutes les clés de la wallet, ils passent. Mais bon, voilà, c'est terminé en guise de conclusion. Je vous laisse juste quelques liens de ressources. Je donnerai le support à Carl, comme ça vous aurez les liens. Juste ce que je recommande, qui est vraiment très bien si vous voulez débuter dans le développement Bitcoin, c'est le guide du développeur Bitcoin. C'est un site web qui est en ligne. C'est vraiment super bien fait. C'est-à-dire qu'on félicite souvent les développeurs Bitcoin en disant c'est des super-héros de ça. Enfin, c'est vrai, ils sont super forts. Mais en fait, les gens qui font la doc, ils ne sont jamais remerciés et pourtant ils ont fait un super boulot. Et donc ça, pour commencer le développement, c'est vraiment une bonne ressource. Après, vous avez tout un ensemble de librairies dans différents langages qui existent. Donc ça, c'est bien pour commencer à bricoler des choses et pour se faire la main notamment. Donc il y a un réseau de tests. Comme ça, même si vous faites des bêtises, vous ne perdez pas de Bitcoin. Et puis comme toutes ces librairies sont open source, en plus de ça, vous pouvez aller voir le code source et ça vous permet justement de voir plus en détail comment fonctionne Bitcoin. Et enfin, la dernière chose, parce que je m'en suis un peu servi pour la presse évidemment, c'est, alors que vous soyez développeur ou pas d'ailleurs, si vous débutez en crypto et que vous voulez en savoir plus, je vous recommande un petit bouquin qui s'appelle L'histoire des codes secrets de Simon Singh, qui est un super bouquin qui retrace l'histoire de la crypto en fait de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui avec la crypto quantique. Et c'est très facile à lire et ça aide vraiment à comprendre en fait toute l'évolution de la crypto, y compris dans les aspects les plus modernes. Voilà, donc c'est une bonne ressource pour débuter. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Il y a peut-être des questions? Vous avez peut-être des questions? Ouais. On est passé rapidement, j'ai pas osé intervenir, mais sur le fait qu'on dépense, il fallait changer de clé privée à chaque fois, de ce que vous recommandez. Ouais. Au niveau d'utilisation, comment ça se met en place? Alors après, ça c'est, c'est un peu la vie de chacun, c'est-à-dire que là, il y a une autre chose, alors ça ne fait pas partie du protocole officiel, il y a des choses qui sont testées actuellement qui s'appellent les adresses furtives et qui en fait répondent à ce besoin-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que même si c'est pas très bien de réutiliser les adresses, que ce soit en termes de vie privée ou en termes de sécurité, les gens aiment bien réutiliser une adresse, c'est-à-dire qu'ils aiment bien avoir une adresse qu'ils peuvent mettre dans leur profil ou sur les forums, ou parce que c'est pratique, c'est-à-dire que vous donnez une fois votre carte de visite avec l'adresse, après chaque fois que la personne a besoin de vous payer, elle sait où trouver l'adresse. Et donc les adresses furtives permettent, entre guillemets, pourraient permettre de répondre à ce besoin. C'est-à-dire que ça ressemble à une adresse, mais en fait, à partir de ça, les gens seront capables de générer X adresses, enfin autant d'adresses qu'on veut dans la blockchain. Ce n'est pas le principe des wallets déterministes, mais c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'à partir de quelque chose de base, on va pouvoir générer autant d'adresses qu'on veut, et c'est ces adresses-là qui apparaîtront dans la blockchain. Voilà. Après, pour répondre à votre question, l'implémentation dépend un peu de tous les wallets, de tous les services. C'est-à-dire qu'il y a des wallets qui vont inciter à ne pas réutiliser les adresses.
Vraiment, c'est-à-dire qu'à chaque fois, entre guillemets, vont vous générer une nouvelle adresse et vont plutôt vous inciter à utiliser cette adresse-là. Il y a des wallets qui s'en foutent, on va dire, voilà. Et moi, j'ai tendance à penser que ce conseil, il est bon, enfin, voilà, et que... Sur la base, oui, mais après, c'est sur l'implémentation, c'est un peu difficile. Ben, c'est le problème, en fait, ce qu'on a vu là, c'est le problème des backups. C'est-à-dire que le fait de générer des adresses comme ça au fil de l'eau, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut backuper. Enfin, le risque, encore une fois, hein, c'est que le risque, il est double. C'est les autres et puis c'est vous. Et donc, il faut aussi se protéger, voilà, des risques de perte qu'on peut engendrer soi-même. Et il faut être un peu parano, entre guillemets, vis-à-vis de soi-même. Et ça, c'est vrai que le système de base pour générer les adresses, il est contraignant de ce point de vue-là. Voilà. Ouais. Une autre question sur les adresses furtives. Oui. Est-ce que les adresses furtives permettent de faire des audits comme les déterministes? Alors ça, aujourd'hui, dans Bitcoin, c'est pas un sujet... je crois pas que, je suis pas sûr que ça soit un sujet qui a été abordé. Par contre, a priori, oui, ça le permettrait, parce que de mémoire, la génération, elle se fait de manière déterministe, je crois. Après, bon, enfin, je pense que la question n'est pas bonne, parce que je sais que vous le faites dans mon euro, mais c'est pas... Moi, je pense que vous êtes sur de bons principes de ce point de vue-là. C'est-à-dire, bon, là c'est notre sujet, mais le fait de dire d'avoir une blockchain on va dire, qui assure un minimum de vie privée par défaut et qui par contre permet l'auditabilité, parce qu'il n'y a pas de raison, voilà, parce que maintenant il y a des blockchains, on ne répond plus de rien, tout ça. Voilà. Et donc le fait d'avoir la vie privée par défaut et puis de pouvoir révéler quand on vous demande de révéler, voilà, ça c'est bien. Et c'est vrai que Bitcoin n'a pas été conçu comme ça, bon, mais voilà, c'était le premier, ça. Mais je pense que, cela dit, rien n'empêche qu'il évolue, notamment via une sidechain, qu'il évolue vers un système comme ça. Voilà. Et là, en fait, je ne l'ai pas vu en entier, mais j'ai vu, il y a une vidéo là qui a été postée d'une présentation de Greg Maxwell, qui est un développeur Bitcoin. Et il dit exactement ce que tu m'as dit la dernière fois, c'est-à-dire vraiment ce principe-là, assurer la vie privée, enfin, pas l'anonymat, la confidentialité, voilà, ça c'est très bien. Assurer la confidentialité par défaut et révéler les informations quand il y a besoin pour faire de l'audit, pour faire ses déclarations aux impôts, enfin, etc., etc. Comment est-ce qu'on choisit les paramètres de la courbe elliptique et plus arbitraire? Alors, nous on ne les choisit pas, ça c'est sûr. Comment ont été choisis? Comment ils ont été choisis? Alors ça c'est... Ça, c'est tout un sujet. Alors, il y a une spec, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui définit tout un ensemble de courbes avec avec les paramètres associés. Il y a des courbes qui sont plus ou moins recommandées. La courbe de Bitcoin n'en fait pas partie, bizarrement. Et en fait, il y a pas mal de... Alors, moi, je ne suis pas un cryptographe professionnel, hein, mais je sais qu'il y a pas mal de discussions pour savoir justement comment ça a été choisi, parce qu'effectivement, le choix n'est pas neutre. Alors après, honnêtement, il faut être vraiment connaisseur pour pouvoir dire si c'est sécurisé ou pas. Mais le choix n'est pas neutre, c'est-à-dire que le choix peut introduire des faiblesses dans le système. Voilà. A priori, enfin, de ce qu'en disent les spécialistes, enfin, moi, ceux auxquels je me réfère, la courbe de Bitcoin, enfin, le choix est plutôt un bon choix. Voilà. Après, rien ne dit que dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y aura pas une découverte qui est faite par un mathématicien et qui montre qu'il y a un problème, auquel cas là, il y aura un changement à faire de ça. Mais ça, en fait, c'est vrai pour tous les éléments qu'on a vus en crypto. Ça, c'est aussi un truc important à avoir à l'esprit, c'est que ces outils de crypto-là, c'est des choses qui sont faites pour durer, être sécurisées sur quelques décennies, mais ils ne sont pas sécurisés éternellement. C'est-à-dire que la puissance de calcul, elle augmente. Ça, vous connaissez la loi de Moore. La recherche en mathématiques, elle progresse aussi. Il y a des choses qui étaient sécurisées il y a quelques décennies qui ne le sont plus aujourd'hui. Par exemple, c'est le cas de DES, qui était un algorithme d'encryption, on va dire officiel aux États-Unis, proposé dans les années 70. Quand il a été pris comme norme officielle, la NSA est arrivée en disant « Oula, halte là, ok pour que les entreprises fassent de la crypto, mais bon, il ne faut pas que vous nous foutiez au chômage, donc les clés de DES, on va les limiter à 56 bits. »
l'idée, en fait, elle était très simple, c'est que 56 bits à l'époque, c'était largement très grand pour qu'aucun organisme privé puisse s'attaquer à ces clés-là. Par contre, c'était suffisamment bas pour que la NSA, à l'époque, puisse décoder les messages. Le résultat de ça, alors c'était il y a 30 ans, enfin 40 ans même, mais c'est qu'aujourd'hui, un message en DES, j'ai vu, je crois que ça se décrypte en 20 minutes. Voilà, donc DES, il faut oublier par exemple. Voilà. Voilà, mais l'idée c'est qu'en fait, chaque fois qu'il y en a un qui tombe, il y en a un nouvel algorithme ou une nouvelle fonction de hash qui est mise en place. Voilà. Et donc ça pourrait arriver, hein, et pour ça, je vous parlais tout à l'heure de la double protection RIP-M D160 et SHA-256, c'est-à-dire que c'est un choix important. C'est-à-dire que c'est quand même une sécurité, ça donne une marge de manœuvre pour que le jour, s'il y a une faiblesse qui est détectée, et honnêtement, si Bitcoin fonctionne et dure jusqu'en 2100, 2200, tout ça, honnêtement, c'est quasiment sûr que RIP-MD ou SHA-256, enfin, il y en a un des deux, il aura été craqué. Mais la double protection permettra de basculer sur autre chose. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui en crypto, il n'y a rien il n'y a pas de sécurité ultime, si ce n'est effectivement ce qu'on appelle la cryptographie quantique. C'est en fait là pour le coup, c'est un principe physique qui fait que ça, c'est la seule crypto qui n'est pas craquable. Ouais. Il y a les masques jetables aussi. Les masques jetables, dans la pratique, ils sont pratiquement inutilisables à monter en échelle, mais c'est considéré comme incassable. Peut-être. Après, il y a d'autres choses. Hein. Il y a, comment ça s'appelle, Zero Cash, notre crypto, voilà, qui, ouais, c'est un de vos concurrents, mais qui pour le coup, alors là, je vais vous casser un peu, mais qui pour le coup, est la seule crypto. Alors pour l'instant, elle n'existe pas, mais enfin, il y a des équipes de cryptographes qui travaillent sérieusement dessus. Et c'est la seule crypto qui aurait un anonymat qui est prouvable mathématiquement. Après, écoutez pas le marketing qu'il y a sur toutes les monnaies. Alors, il y a des cryptos comme Monero qui donnent quand même un bon anonymat, enfin ça c'est indéniable, mais c'est pas un anonymat qui est prouvable mathématiquement. Voilà. Et Zero Cash par contre c'est prouvable mathématiquement. Seulement c'est un petit problème, pour l'anecdote, c'est que c'est tellement anonyme, Zero Cash, qu'il y a un petit point en fait, de détail, c'est que c'est sur l'initialisation, un peu comme les courbes elliptiques, c'est que sur l'initialisation, il faut générer un nombre, je crois, au nucléaire, enfin, ça, j'ai plus le détail, mais et en gros, il faut que ce nombre, cette clé, soit balancée, parce que sinon, la personne qui possède, on va dire, cette clé initiale, elle peut générer des coins, enfin des coins par la suite, et en fait, la monnaie est tellement anonyme que personne ne pourra jamais détecter. Et alors ça pose un problème de confiance énorme sur l'initialisation de la crypto, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont lancer une crypto, mais aujourd'hui, on n'est pas sûr que derrière, ils ne créeront pas autant de coins qu'ils veulent, et s'ils le font, on ne pourra jamais s'en rendre compte. Et ce qui est un vrai problème, pour le coup, alors, ça paraît paradoxal, mais aujourd'hui, c'est leur problème. Et ils travaillent sur un protocole qui leur permettrait de montrer qu'ils ne vont pas arnaquer les autres. Ouais. En fait, la question du tracé de l'initial est en train d'être résolue, alors c'est pas finalisé, ça fait plutôt bien. Par contre, le second problème que tu signales, du fait que l'économie sera éternellement purifiée, celui-là, il n'y a pas de solution. Oui, alors, oui. C'est deux problèmes différents. David, en fait, il fait sa promo. Ouais, je te vois. Mais en fait, ce que tu as, non, mais t'as raison. Enfin, c'est parce que, après, tout dépend de l'utilisation que vous voulez en faire, mais je sais que vous, c'est votre truc, c'est-à-dire que à la fois vous, ça assure la confidentialité, mais ça permet aussi effectivement de pouvoir faire de l'auditabilité, voilà, de justifier. Et c'est vrai qu'une crypto qui est totalement anonyme comme Zero Cash, honnêtement, je ne vais pas m'engager, mais je ne suis pas sûr que du coup on puisse prouver de ce qu'on a fait avec les coins. Ce qui peut être un problème si vous voulez avoir une utilisation dans une société où vous répondez de choses à un État. Voilà. Donc, non. Je me méfie des Toulousains. Non, mais il y a pas de... non, mais c'est un vrai point fort. Enfin, pour moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est un vrai point fort façon de Monero, je pense. Oui. J'aurais envie de savoir si les hackers ont un moyen de blanchir les bitcoins volés. Enfin, quand une adresse se fait hacker, donc forcément les gens qui ont l'adresse publique ont l'adresse publique et la clé privée, donc ils savent vers où les bitcoins ont été envoyés. Oui. Et donc, est-ce que les hackers peuvent être alors, oui. non retrouvables? Oui.
Oui, oui, je pense que oui. Après, alors là, Ça marche. tout le monde n'est pas d'accord, mais enfin, en gros, aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a ceux qui disent que la blockchain est transparente. Alors, je pense qu'ils vendent ça pour, enfin, ils disent ça pour essayer de vendre ça aussi aux États pour que la régulation soit sympa et voilà et que ça passe. Il y a ceux qui disent que la blockchain est totalement obscure, tout ça. Moi, j'ai tendance à penser plutôt qu'on est entre les deux. Et après, oui, il y a des techniques pour obscurcir, on va dire, la trace. Alors, il y a des choses très connues, c'est comment ça s'appelle, les tumblers, enfin, pour mélanger ces coins avec les mixeurs, voilà, avec d'autres. Alors, un des problèmes avec ça, c'est que comme c'est moyen légal, on ne sait pas trop qui le gère. C'est des sites qui sont centralisés. Et donc, quand on envoie ces coins, c'est souvent ce qui est reproché, c'est qu'on n'est pas sûr de les retrouver en sortie. Voilà, bon, ça dit, il y en a, enfin, ça fait des années qu'ils existent, ils sont toujours là, bon, voilà. Après, il y a une autre solution pour Bitcoin, qui est en train d'être implémentée, alors qui ne sera pas implémentée dans le protocole parce que c'est délicat, mais ça va être implémenté en surcouche par des wallets. C'est ce qu'on appelle j'ai un trou là, le CoinJoin. C'est-à-dire que, en fait, alors ça c'est une spécificité de Bitcoin, c'est que une transaction, c'est plusieurs entrées et plusieurs sorties. Le truc standard, c'est qu'une transaction, c'est quand vous payez quelqu'un. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui rend la blockchain transparente. L'idée de CoinJoin, en fait, c'est tout simple, c'est faire en sorte que des gens qui veulent faire des transactions à un moment donné ou tout ça, on va tout rassembler au sein d'une même transaction. Et là, tout d'un coup, ça devient plus compliqué de savoir qui envoie quoi à qui. Surtout qu'en général, l'idée de CoinJoin, c'est de faire en sorte que les montants soient assez proches. Voilà. Et ça, du coup, ça crée en fait, alors ça ne crée pas de l'anonymat parfait, ça faut être clair, mais en fait, ça crée une explosion combinatoire qui fait que tout d'un coup, pour arriver à suivre le flux, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont en train d'arriver avec Dark Wallet, il y en a d'autres qui travaillent là-dessus. Voilà. Ce n'est pas un anonymat parfait, mais voilà. Après, je pense qu'il y a d'autres manières. Enfin, là, je sais, il y a un site du dark market où les patrons se sont fait la malle avec tout l'argent. Et en fait, les mecs ne sont pas très malins, à mon sens, mais en fait, ils ont contacté des clients d'un exchange connu qui ne fait pas de vérification, en leur proposant de servir de mule, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, pour faire du cash-out et pour récupérer l'argent. Voilà. Bon, et ça s'est su, et l'exchange, du coup, a temporairement arrêté, voilà, parce que je pense qu'ils ne sont pas très regardants, c'est pas dans leur philosophie, mais bon, c'était quand même pas très bon pour eux, tout d'un coup, là, de devenir l'exchange qui permet de blanchir l'argent dans le site du dark market en plus. Voilà. Mais oui, je pense qu'il y a des techniques, parce que cela dit, bon, il y a quand même eu beaucoup de hacks dans l'histoire de Bitcoin, et globalement, alors ça ne veut pas dire qu'ils ne seront jamais retrouvés, mais globalement, aujourd'hui, il n'y en a quand même pas beaucoup qui ont été retrouvés. À part s'il y a une exception, c'est les agents de la DEA, je ne sais pas si vous avez vu l'histoire là, les agents de la DEA Ripple, qui eux détournaient des bitcoins, qui piquaient tout ça. Et eux, en fait, apparemment, ils n'avaient pas très bien compris. Eux, ils n'ont rien mixé du tout. Et donc, ils se sont fait choper par leurs collègues du FBI ou tout ça. Voilà. Mais à part eux, les autres, ils se débrouillent plutôt pas mal. Sans vouloir rentrer dans la philosophie, la blockchain, elle est transparente. Tout ça, c'est des surcouches. Le mixeur, il ne fait pas partie de la blockchain. Le dark pool, c'est justement le manque de régulation qui permet aux gens d'opacifier. Je veux dire, le réseau bancaire pourrait être exactement la même chose. Vous faites des virements, vous découpez. Bien comme ça. Voilà, non mais il n'y aurait pas du tout de régulation comme sur le Bitcoin. Vous feriez des mix de comptes bancaires dans tous les sens, et ce serait de la même chose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas régulé. Alors, le truc, là, je ne peux pas te donner de réponse définitive. Je peux donner, moi, ce que j'imagine, alors je peux complètement me planter, mais moi, j'ai tendance à croire que Bitcoin ne sera jamais très anonyme, la blockchain Bitcoin elle-même. En fait, pour ça, moi, je me base sur le fait que là, il y a une proposition qu'on appelle les sidechains, pour que la blockchain Bitcoin soit interopérable avec d'autres blockchains, que vous puissiez transférer vos Bitcoins sur d'autres blockchains. Et en fait, moi, le raisonnement que j'ai, c'est de me dire, là, il y a eu beaucoup d'investissements qui sont faits dans Bitcoin, que ce soit en temps passé de développeurs ou en argent d'investisseurs ou dans le minage, tout ça. Et en fait, même s'il y a beaucoup de libertaires, d'anarchistes, tout ça, personne n'a intérêt à ce que tous les États se mettent contre Bitcoin et fassent perdre l'argent à tout le monde. Et donc, finalement, personne n'a intérêt à
à énerver les États de ce point de vue-là. Alors bien sûr, c'est peer-to-peer, c'est décentralisé, c'est un petit peu anonyme, machin, mais un État les États peuvent vraiment nuire à l'adoption de Bitcoin. Il suffit voilà, de continuer sur la lancée de Bitcoin, c'est la drogue, c'est les pédophiles, c'est les armes, voilà. Et puis, voilà, ça restera confiné à un petit truc. Et donc, notamment, je pense, dans la Silicon Valley, les investisseurs n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une très très bonne confidentialité dans Bitcoin vis-à-vis des États et de la régulation. Par contre, ce qui se fera, ce dont je suis convaincu, c'est que dès que les sidechains seront en place, il y aura des sidechains avec un super anonymat. Et en fait, d'après moi, ce qui va se passer, c'est que ça va être exactement comme Internet et Tor. C'est-à-dire qu'au début d'Internet, Internet c'était le mal absolu, il s'y passait les pires choses. Et puis ça s'est développé, c'est devenu mainstream. Il y a Tor qui est arrivé pour assurer voilà, un peu plus d'anonymat parce que sur Internet c'est quand même pas terrible. Et aujourd'hui, le grand méchant loup, entre guillemets, c'est Tor. Internet par contre, bon, c'est tellement transparent qu'aujourd'hui Internet c'est très bien. Voilà. Et Tor par contre, c'est pas bien. Voilà. Et je pense que ça sera pareil avec Bitcoin. C'est-à-dire que tout le monde a intérêt finalement à ce que Bitcoin, ça soit un truc un peu... des fois, je me dis que même peut-être que Bitcoin, au final, ça sera juste un système de clearing, un truc qui est vraiment pour les sociétés, pour équilibrer leurs comptes. Voilà. Et en fait, monsieur et madame tout le monde, ils utiliseront d'autres systèmes périphériques, alors soit d'autres blockchains périphériques, soit même des systèmes off-chain, dont on commence à parler. Et en fait, vos transactions unitaires, elles n'apparaîtront même pas dans une blockchain, parce que ça c'est un débat, c'est le cas classique, quand vous achetez un café, est-ce que ça a besoin d'être visible par le monde entier sur une blockchain? Voilà. Après, toute personne qui investit dans Bitcoin peut... Après, ça c'est l'avantage, on va dire, de Bitcoin, c'est que si vous voulez par contre utiliser la blockchain Bitcoin, rien ne vous l'interdit. Alors que le système bancaire, vous ne pouvez pas accéder au réseau SWIFT d'entrée, voilà. Et ça, c'est quand même la grande différence, c'est cette ouverture-là. Ouais. Je vais juste revenir sur la Chine. Ça m'a rappelé une petite histoire, c'est l'année dernière, les Japonais MTGOX. Voilà, et puis 2 semaines plus tard, un autre plateforme. Il y en a eu plein. Voilà, donc il y avait une suspicion comme quoi les gens ils s'étaient partis avec la caisse. Est-ce que c'était vraiment ça ou est-ce que c'est une faille de sécurité obvious? Honnêtement, j'en sais rien. Ça j'en sais rien, mais ce qui est sûr, par contre, dans le cas de MTGOX, c'est pas clair très clairement. Moi, je ne veux pas me prononcer. Là, dernièrement, en fait, ce qui s'est dit, c'est que ça aurait été une espèce de hack qui se serait fait au fil de l'eau depuis, je crois, 2011. Alors voilà, oui. Alors ça, par contre, c'est le point auquel je voulais arriver. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de hack de Bitcoin, et en fait, l'image qui ressort un peu, c'est que c'est risqué, c'est pas sécurisé. Et en fait, il faut différencier deux choses. C'est qu'il y a le protocole Bitcoin, la crypto, là, dont je vous ai parlé, et ça, alors à part un ou deux problèmes qu'il y a eu au tout début, je crois, mais qui étaient des bugs, voilà, mais qui même pas au niveau de la crypto. Mais le protocole Bitcoin, il est super sécurisé et il n'a jamais été mis en défaut depuis 6 ans. Et ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, la sécurité, ça s'est bâti sur, moi j'appelle ça le système des châteaux forts, c'est-à-dire tout cacher, construire des grandes murailles en essayant que personne ne rentre. Bitcoin, au contraire, c'est un truc ouvert à tout le monde, et ce truc-là, il est super résistant, donc c'est quand même bluffant. Voilà. Par contre, effectivement, il y a eu beaucoup de hacks, et ces hacks, en fait, c'est des hacks classiques de sites web. C'est-à-dire que c'est vraiment pour moi, c'est les mêmes hacks que ce qui arrive dans des banques d'ailleurs, ou dans des sites de e-commerce, tout ça, où des hackers arrivent. Alors quand c'est des sites, des exchanges. Ouais, alors, ça, il y en a qui en parleront, Gonzague de Premium en parlerait mieux que moi. Eux sont chez Premium, je sais qu'ils sont très à cheval sur ça. Enfin, voilà, pour éviter ça. Après, ça a des contraintes, voilà, sur les délais, mais c'est un choix que vous avez fait, par contre qui est bon en termes de sécurité. Il y a beaucoup d'exchanges, voilà, qui ne fonctionnent pas comme ça. Alors, après, le problème, c'est que c'est difficile à vérifier. C'est souvent les exchanges, ce qu'ils disent, c'est que on a ce qu'on appelle des cold wallets, c'est-à-dire vraiment hors réseau. On a des cold wallets avec la grosse majorité de nos bitcoins qui sont stockés là, et donc ça, c'est pas hackable. Et puis après, on a des hot wallets qui sont accessibles depuis le réseau, et donc bon, même si on est hacké, ça sera très peu.
Après, le problème, c'est que ça, c'est difficile à vérifier, donc ça avait aussi été sujet sur Mtgox, c'est-à-dire est-ce qu'ils avaient vraiment des cold wallets, tout ça, je pense que oui, mais voilà, c'est le problème. Et puis après, encore une fois, quand vous êtes une société, un exchange, il y a le risque intérieur, c'est-à-dire que quand vous commencez à grossir, vous avez des salariés dans les banques qui sont très, très parano sur qui peut approcher l'argent. Et je pense que les exchanges... Oui, bien sûr, bien sûr. Et je pense que dans les exchanges, je pense que c'est pareil, c'est-à-dire que le hack peut venir aussi de l'intérieur. Oui. Est-ce que vous avez une minute pour nous expliquer comment la multisignature fonctionne? Pour une signature. Oui. Assez récemment. Oui, alors oui, ça on n'a pas parlé. Alors, les multisignatures, en fait, ça découle d'une autre évolution qui a été apportée à Bitcoin, qu'on appelle les P2Script hash. C'est-à-dire qu'au lieu de payer à une adresse, le genre de puzzle là, que je vous ai montré, en fait, on dit... en fait, c'est même plus malin que ça, c'est-à-dire qu'on ne révèle pas le puzzle, on dit voici le hash d'un puzzle, et quelqu'un viendra avec le puzzle et la solution. Ça, c'est P2SH. Et en fait, l'utilisation la plus classique qui est faite de P2SH, c'est la multisignature. Et dans ce cas-là, on utilise une forme de script spécial qui, au lieu de dire P à la personne qui est capable de prouver qu'il a la clé publique et la clé privée qui vont bien, et de signer avec ça, en fait, on va dire P à... débloque les bitcoins s'il y a deux personnes, donc par exemple deux clés publiques, parmi n, donc 3, 4, voilà, qui sont capables de montrer qu'elles ont la clé publique, la clé privée et de signer. Alors je dis 2, mais ça peut être 3 parmi 4, 4 parmi 5, voilà. Et ça, effectivement, ça a plusieurs intérêts, c'est que ça permet de sécuriser ces bitcoins, l'idée étant que vous allez avoir deux clés pour débloquer vos bitcoins, et vous allez avoir une clé par exemple sur votre téléphone et une sur votre ordinateur ou dans un coffre, voilà, si vous n'utilisez pas vos bitcoins souvent. Voilà, donc ça c'est un usage pour la sécurité. Et après, il y a un autre usage qui est aussi, ça peut être dans le cadre de société. C'est-à-dire, il y a des fonds qui sont disponibles dans la société et ça peut être débloqué si, par exemple, il y a une majorité je sais pas, du conseil d'administration, enfin de l'équipe, voilà, qui vote pour débloquer les fonds. Voilà. Ça, en fait, c'est assez large les utilisations qu'on peut faire. Aujourd'hui, effectivement, c'est encore minoritaire, mais on voit qu'effectivement les multisig, enfin P2SH, mais principalement le multisig, l'utilisation est en train d'augmenter. Mais bon, aujourd'hui, majoritairement, on reste quand même sur les scripts standards classiques. Je crois qu'il n'y a que 6%. Ouais, mais ça, multisig, il n'y a que 6%. Ouais, mais ça augmente quand même bien, mais bon. Si je prends possession d'un bitcoin et que j'ai connaissance de la blockchain, oui. Est-ce que je peux voir l'historique de ce bitcoin, savoir qui c'est qui l'utilise? Ça, c'est une question piège, c'est que de la même manière que je vous ai dit que dans Bitcoin, il n'y a pas de compte bancaire, il n'y a pas de destinataire, tout ça, malgré le nom, dans Bitcoin, il n'y a pas de coin. Dans Bitcoin, tout ce qu'il y a, c'est ce qu'on appelle des sorties de transactions, où en gros on dit voici un volume de Bitcoin qui peut être utilisé par la personne qui pourra prouver qu'elle est autorisée. Et en fait, ça rejoint un peu l'idée de CoinJoin, c'est que, alors même si ce n'est pas exact, il vaut mieux concevoir ça comme une espèce de flux. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez créer une transaction, vous allez avoir un ensemble d'entrées dans cette transaction. Et en fait, tous les coins, entre guillemets, ils vont fusionner et puis ils vont resplitter vers les sorties. Et en fait, on ne peut pas dire, la notion, c'est la notion de tent, elle n'a pas vraiment de sens dans Bitcoin, alors surtout quand vous utilisez CoinJoin, c'est que vous ne pouvez pas dire, par exemple, cette pièce-là, elle a été envoyée ici, puis ici, et puis ici, parce qu'il n'y a pas de pièce. Au mieux, ce que vous pouvez dire, et encore, enfin moi je pense que c'est faux, mais ce que vous pourriez dire, c'est 25% de ces bitcoins sont allés sur cette sortie, et puis par exemple 75% sur ça. Mais même ça, avec un CoinJoin, ça ne marche plus, c'est-à-dire que souvent vous n'êtes plus capable de dire quel volume est parti.
Voilà. Et ça alors, on n'en parle pas souvent, mais en fait, dans Bitcoin, enfin, on se demande des personnel, mais on parle évidemment beaucoup de l'aspect décentralisation, qui est une innovation énorme, mais il y a d'autres aspects enfin, qui sont vraiment disruptifs dans Bitcoin, et ça, c'en est un, c'est-à-dire, alors ça n'a pas toujours été comme ça, mais dans notre société moderne, enfin, dans le monde bancaire, il y a quand même cette idée de pouvoir tracer les flux financiers, il y a cette notion de flux financier. Et alors, c'est toutes les discussions qu'il y a autour du cash, c'est-à-dire est-ce qu'il faut éliminer le cash et passer en tout électronique, ce qui veut dire que tout est tracé et tout est traçable. Et Bitcoin, en fait, par son fonctionnement-là, et alors là, je ne parle même pas des autres monnaies comme Monero ou Zero Cash, mais en fait, ça remet complètement ça en cause. C'est-à-dire que tout d'un coup, la notion de flux financier, elle disparaît. En fait, j'ai une métaphore pour ça, c'est ce qui s'est passé en physique. C'est-à-dire qu'en physique, pendant des siècles, il y a eu la notion de trajectoire d'objet. Et puis à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, en étudiant le monde du très petit, tout d'un coup, avec la mécanique quantique, on s'est rendu compte que la notion de trajectoire, elle n'avait plus aucun sens à cette échelle-là. Et en fait, les crypto-monnaies, il y a un peu ce truc-là, c'est que tout d'un coup, la notion de flux financier, c'est pas qu'elle a peu de sens, mais elle devient probabiliste. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus dire avec 100% de certitude, tel montant, il est parti là, il est parti là, il est parti là. Voilà. Au mieux, vous pouvez dire, ouais, je pense qu'il y a 80% de chances que ça soit parti là. Voilà. Moi, je pense en fait au coloris de Bitcoin. Je ne pense pas au plus long terme. Ah. Le fait de pouvoir marquer des Bitcoins pour qu'ils aient des valeurs intrinsèques alors que normalement, ils n'en ont pas. Ouais, d'accord. Ouais. Alors ça, c'est un autre sujet. Alors moi, ça, je ne maîtrise pas beaucoup. Mais alors ça, oui, ça, effectivement, par contre, là, il y a l'idée de pouvoir assurer la traçabilité parce que du coup, on assure la traçabilité de la propriété d'un bien, souvent, ou d'une valeur. Alors là, pour le coup, la traçabilité, enfin, oui, a tout son sens. Et, ouais. C'est quoi le principe du présent de Bitcoin? Bitcoin? Enfin, si je dis, enfin, vous me direz si je dis des bêtises, mais je crois que c'est l'idée, en fait, ce qu'on appelle les smart properties, c'est-à-dire qu'on va pouvoir inscrire dans une blockchain un titre de propriété. Et donc, par exemple, ça peut être le titre de propriété d'une voiture, d'une maison, d'un terrain, ce qu'on veut. Alors, dans les délires les plus futuristes, mais bon, qui sont peut-être pas si délirants que ça, c'est un peu l'idée d'IBM avec l'Internet des objets. Ça pourrait te dire que, entre guillemets, l'accès à votre voiture, il pourra être géré via la blockchain, tout ça. Et il y a cette idée, effectivement, après, via la traçabilité, que vous pouvez prouver la propriété d'un bien. Ça, vous pouvez le prouver grâce à la cryptographie. Et puis, surtout, vous pouvez transmettre ce bien. Voilà. Donc ça peut se faire pour des objets, ça peut se faire pour des œuvres d'art, ça peut se faire pour plein de choses, pour des titres financiers, pour des actions. Oui. Du coup, s'il n'y a pas de flux financier, qu'est-ce qui s'est passé avec Coinbase? Pourquoi il y a eu 3 ou 4 comptes? Carrément, Coinbase les a fermés sous prétexte que les bitcoins venaient d'un droite pas très catholique. Parce que ce qu'on disait, c'est que, enfin pour moi, dans Bitcoin, en fait, on pressent ce truc-là. En fait, pour moi, ce qui fait pressentir le truc, c'est quand les développeurs disent il n'y a pas d'adresse d'envoi. Ils disent il y a bien des adresses auxquelles les bitcoins sont envoyés, mais la notion d'adresse d'envoi n'existe pas. Ils répètent ça sans arrêt, alors que moi je suis moyen d'accord avec eux, mais enfin, je vois ce qu'ils veulent dire, mais bon, je trouve que c'est pas un bon message, moi. De toute façon, mais ça, pour moi, ça c'était le prémisse. Après, ce qui montre vraiment la possibilité, c'est Conjoin dans Bitcoin. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand on fait une transaction Conjoin, la notion de temp, elle n'existe plus. Enfin, voilà. Après, il faut être clair aussi, hein, c'est que c'est pas des solutions magiques ça. C'est-à-dire que là, je parle que de la partie blockchain, mais ce que font des boîtes comme Chainalysis dont tu parlais, mais bon, il y en a d'autres, hein, c'est après aussi, ils attaquent la chose par le réseau. C'est-à-dire qu'ils font de l'écoute du réseau pour essayer de voir quel ordinateur, enfin quel nœud envoie quelle somme. Voilà. Et je pense qu'à terme, entre guillemets, la surveillance, elle se fera plus par le réseau, peut-être que par la blockchain, enfin, ou ça sera un complément en tout cas, mais on tendra de plus en plus vers ça par contre. Ouais. Et bon, et parfois, enfin, ça fait beaucoup de débats, surtout quand ils cassent les wallets des autres, quoi. Oui. Proof of burn, vous avez déjà entendu, donc vous Oui. envoyez
Oui, alors je sais comment ça se passe, par contre, là pour le coup, j'ai botté en touche, s'il y a quelqu'un qui veut répondre, parce que pour moi, c'est un concept dont j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Mais après, oui, techniquement, en fait, on envoie des bitcoins à une adresse où ils ne pourront plus jamais être dépensés. Voilà. Et on peut prouver qu'ils ne pourront plus jamais être dépensés. Donc en fait, c'est une preuve de sacrifice. Hein, mais moi, j'ai du mal je sais qu'il y en a qui veulent utiliser ça pour, entre guillemets, initier des processus pour la gestion de la réputation, notamment sur OpenBazaar. L'idée étant qu'en fait, on démontre sa bonne volonté, soit en bloquant des coins, soit effectivement en les brûlant définitivement. Et en fait, moi, j'ai un peu du mal avec ce concept-là, parce que pour moi, c'est pas une bonne idée. Mais, voilà. Techniquement, pour le coup, ça c'est très simple, c'est que techniquement, en fait, on crée une transaction qui va envoyer les coins à une adresse qui n'est pas valide, enfin un script qui n'est pas valide dans le sens où personne ne pourra jamais venir les réutiliser. Et ça, il existe des schémas de script qui font, on sait que ça ne pourra plus jamais être utilisé. Donc ça, par contre, oui, ça marche, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Après, sur l'intérêt, alors je ne sais pas s'il y en a, il y a d'autres avis là. C'est un avis très personnel. Bon, sinon, il y a des pizzas aussi. Puis surtout, dans la salle, il y a des gens qui sont des bitcoiners de la première heure, bien plus anciens que moi. Et n'hésitez pas aussi à en discuter avec eux, parce que après, bon, là, moi, je vous parle de choses, mais c'est mon avis personnel. Mais bon, après, sur ces points-là, il vaut ce qu'il vaut. Alors, je pense que c'est des bons avis, mais je ne veux pas que vous le preniez comme aussi l'avis officiel, partagé par tout le monde. Voilà. Par contre, n'hésitez pas à discuter avec Karl, avec Gonzague, avec tous ceux qui sont là. Voilà. C'est aussi l'intérêt du meet-up. Merci. Je crois qu'il y a des pizzas qui nous attendent. Donc merci à tout le monde et puis allons derrière pour discuter ensemble. Merci, au revoir. Merci.